Le quorum étant atteint, je vous propose de commencer notre séance de conseil municipal. Voilà, j'ai demandé à Christian de s'asseoir. Eh bien, je vous remercie de votre présence. C'est un conseil en quelque sorte historique puisque c'est la dernière séance de cette mandature. J'aurai l'occasion d'ailleurs de profiter de la séance à huis clos tout à l'heure pour prononcer quelques mots. J'ai, comme à l'habitude, donc j'ai un certain nombre de procurations qui me sont parvenues. Jean-Pierre Le Bourgeois donne pouvoir à Christian Bernard. Jean-Claude Magalaès donne pouvoir à Michel Louiset, et j'y voilà un rapprochement tout à fait prometteur. Et moi aussi. Michel Durel donne pouvoir, jusqu'à son arrivée, à Guylaine Godin. Benoît Rivet donne pouvoir à Sébastien Fagnan. Guy Eugène donne pouvoir à Yvan Dupont. Amandine Jaffre donne pouvoir à Liliane Loisel. Hervé Corbin donne pouvoir à Régine Villedieu. Et enfin, Sophie Herry donne pouvoir, mais elle ne l'a pas mentionné. Donc c'est vous, Monsieur Huette, qui... D'accord, je vais le noter. Voilà, elle a donné un pouvoir. Voilà, je leur donne ça. Juste également donc un mot rapide pour nous étions plusieurs hier soir à nous retrouver donc à l'occasion du départ de Monsieur Yves Husson. Donc Monsieur Yves Husson quitte notre sous-préfecture, donc il aura marqué par sa présence, par ses qualités personnelles, par son implication très forte, par le Cotentin et l'amour du Cotentin qu'il a pu découvrir et nous faire partager avec beaucoup d'émotion. Donc on va lui souhaiter, d'abord on va lui dire un grand merci. On a eu l'occasion déjà à plusieurs reprises de le remercier, et vous aurez aussi remarqué, je dirais, l'ensemble des collectivités de cette tournée d'adieu du sous-préfet, donc ce qui montre bien que nous avions en la présence et en la personnalité d'Yves Husson quelqu'un d'exceptionnel pour notre arrondissement. Donc on va lui souhaiter bon vent, bonne mer, comme on dit ici, pour la suite de sa carrière, et puis pour ces perspectives de retraite également qui s'ouvrent pour lui, l'âge étant ce qu'il est. On souhaitera également la bienvenue. Il a été nommé en Conseil des ministres à son successeur, à M. Jacques Troncy, qui prendra, lui, ses fonctions, je pense, dans le courant du mois de mars. Donc, eh bien, nous accueillerons donc M. Troncy comme nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Cherbourg. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de passer à notre ordre du jour qui commence par l'approbation du compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques, des observations à formuler ? Non, eh bien on considère donc que le compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal est approuvé. Nous avons également, au titre du Code général des collectivités territoriales, donc les délégations de pouvoir du maire et les différentes décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations à faire ? Je n'en vois pas, donc je considère que ce compte-rendu des délégations est approuvé. La première délibération, donc délibération numéro 25, concerne le Code général des collectivités territoriales, et c'est l'application d'un nouvel article, d'un article du Code général des collectivités qui a été notamment modifié suite donc à cette modification du seuil relatif aux marchés publics et accords cadres. En effet, donc le décret du 27 décembre 2013 a relevé avec effet au 1er janvier 2014 les seuils de procédures formalisées qui sont applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics, et notamment porter ce seuil de 200 000 € à 207 000 €. Donc tout cela modifie quelque peu nos procédures internes. Donc il vous est proposé dans cette délibération de tenir acte de cette modification réglementaire pour l'intégrer dans nos procédures. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc délibération
adopté à l'unanimité. La délibération suivante, la délibération 36, donc c'est une délibération que nous prenons traditionnellement, est là pour but d'attribuer, donc suite à des réalisations de travaux, eh bien, des subventions pour ravalement de façades qui sont réalisées par des particuliers. Les modalités sont décrites dans la délibération et vous avez donc 3 bénéficiaires donc, qui ont mené des travaux de réhabilitation de leur façade et qui donc peuvent prétendre à cette subvention municipale. Est-ce qu'il y a des remarques? Vote contre? S'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous avons également donc, dans la délibération suivante, la délibération 54, donc la demande du renouvellement d'autorisation d'exploitation de jeux et nous avons, comme il est prévu par les textes, donc un avis à émettre. En effet, donc, par une délibération qui date du 27 septembre 1999, nous avions autorisé donc, la signature d'un contrat de délégation de service public avec la société anonyme du Casino de Cherbourg pour l'exploitation des jeux de casino, et cela pour une durée de 15 ans, à côté du 1er février 2000. Donc, le cahier des charges a fait l'objet d'un avenant qui porte sur l'utilisation des recettes supplémentaires. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur donc, a autorisé le casino à exploiter la roulette anglaise, le blackjack, le Texas Hold'em poker et sans machine à sous. À l'heure actuelle, il n'y en a que 73 installées. Donc cette autorisation, elle arrive à échéance le 1er juillet 2014 et donc les exploitants du casino donc, vont solliciter auprès du ministère de l'Intérieur donc, le renouvellement de cette autorisation. Mais bien évidemment, il faut que nous mettions, nous, un avis en amont, et il vous est donc proposé d'émettre un avis favorable à la demande de renouvellement donc, de l'autorisation d'exploitation donc, des différents jeux qui sont mentionnés et qui permettent donc au casino de continuer ses activités. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 48, elle concerne le bail commercial du Café du Théâtre. C'est toi, Geneviève, qui la présente. Bien, nous avons donc reçu le 21 janvier 2014 de Maître Thomasin, qui est avocate au barreau de Caen, une information, un courrier qui nous informe de la cession du fonds de commerce connu sur l'enseigne Café du Théâtre à intervenir une cession le 31 janvier 2014 au bénéfice de la société Maison de Famille. Et comme vous le savez, cette cession ne peut se faire qu'avec le consentement express et écrit du bailleur. Donc il nous est demandé d'agréer l'acquéreur de cette vente. Et vous voyez que, contrairement à ce que certains esprits chagrins ou pessimistes nous prédisaient, la vente a quand même pu se faire au moment où les travaux se font. Donc on vous demande d'autoriser la cession du fonds de commerce de l'établissement Café du Théâtre sur la SARL d'Élarté au bénéfice de la société Maison de Famille. J'apporte, avant de donner la parole à M. Imbert, non, c'est vous qui des éléments complémentaires, puisque cette cession a un effet bénéfique pour les finances de la ville de Cherbourg-Octeville. Vous vous souvenez, lors de notre séance du 20 décembre dernier, nous avons délibéré sur les conditions de fermeture de l'établissement. Et il y avait 2 hypothèses. La poursuite de l'activité actuelle, sans vente de cession du fonds de commerce, celle-ci conduisait à une indemnisation qui comportait normalement, et c'est tout à fait légitime, une indemnité relativement substantielle pour perte d'exploitation. Cette indemnité mensuelle pour perte d'exploitation était chiffrée à hauteur, et ça c'était les avocats d'affaires qui l'avaient estimé, à 6 897,32 € par mois. Il est évident qu'à partir du moment où il y a cession du fonds de commerce, cette indemnité pour perte d'exploitation n'a plus à être versée. Par contre, en substitution, bien, nous prenons en charge les intérêts d'emprunt, puisque l'actuel propriétaire du fonds de commerce ne pourra véritablement exercer son activité qu'à la fin des travaux, et en conséquence, eh bien, il est tout à fait normal que ce soit nous qui nous substituions pour assumer les charges liées à ces intérêts d'emprunt, qui sont de l'ordre de 1 757 €, hein, et on les avait plafonnés dans notre délibération à 2 000 €. Donc ils sont en dessous
Donc tout cela devrait permettre, par rapport aux estimations initiales, d'avoir une indemnisation qui soit inférieure de ce qu'elle avait été estimée. Elle avait été estimée à peu près à 270 000 €, elle sera de 210. Voilà, c'est les éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Monsieur Imbert. En gros, vous venez de répondre aux questions que j'allais vous poser. D'accord. Et d'autre part, est-ce que le coût pour la ville, ça reste pareil? Ça va être moins cher. Ça va nous coûter moins cher, mais on cher, avait déjà, parce finalement. qu'on savait que le propriétaire actuel nous avait dit, écoutez, c'est très simple, des travaux jusqu'en juin 2015, pour nous, on ne sait pas si on redémarrera, et on préfère, entre guillemets, rebondir, si on peut employer cette expression, et céder notre fonds de commerce pour pouvoir faire autre chose, et se positionner sur une autre affaire. Donc il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Il y avait, on doit tout vous dire, il y avait déjà, si on avait prévu cette éventualité, c'est bien parce qu'il nous en avait parlé, il y avait des contacts, mais vous savez, les contacts ne sont jamais certains, ils n'étaient pas complètement aboutis, et on avait prévu cette éventualité, on a eu raison de le faire, et on ne peut que se féliciter qu'il y ait un repreneur. Vous restez sur les mêmes bases. Tout à fait. Enfin, on reste sur la même base. Alors par contre, on augmente le loyer, puisqu'on avait pour le nouveau repreneur, les choses sont très très claires. On avait bien spécifié qu'il y avait pour la première année d'exploitation un loyer qui était fixé à 30 000 € par annuel, et qu'ensuite il y avait une base variable qui était en proportion du chiffre d'affaires, pour la part entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que quand les travaux seront réalisés, et c'est vrai que vu aussi l'attractivité de la place de Gaulle et de l'environnement, on pense que c'est une position commerciale qui méritera et qui connaîtra un développement. On ne peut que s'en féliciter, et à ce moment-là, donc, on indexera notre loyer en fonction du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est d'être un peu curieux de savoir si c'est quelqu'un de Cherbourg ou de l'extérieur qui vient. Ça, c'est, je veux dire, bon, on a, voilà, les investisseurs, et ça, c'est les investisseurs, oui, c'est des investisseurs locaux. Donc, non, mais c'est bien. Hein, moi, je le dis toujours, c'est bien qu'il y ait des investisseurs locaux qui croient au développement de Cherbourg et qui souhaitent s'investir, notamment sur cette opération. Y a-t-il d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, toujours Geneviève Gosselin pour Non, c'est pas moi. Le bilan des opérations immobilières de la ville de Cherbourg. Oui, c'est la délibération annuelle et habituelle du bilan des opérations immobilières de la ville. Vous avez celles qui ont été réalisées au cours de l'année 2013 et celles qui sont toujours en cours, soit avec des actes qui sont en cours, soit la recherche de pièces complémentaires. Donc vous avez ce tableau, comme chaque année, remis à jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Non, monsieur Huet, vous aviez... Excusez-moi. Simplement une question, pour savoir si quelqu'un pouvait nous estimer à peu près le coût de ce que va coûter l'extension du golf dans sa globalité. Il y a une étude qui a été faite sur le parcours technique. Donc, on a mené, en ce qui concerne le golf, on a mené donc une étude à la fois sur le parcours technique et la reconstruction d'un clubhouse. On est à 3 400 000 € hors taxe sur cette opération. Donc voilà. Et ce qui nous a donné d'ailleurs l'occasion de communiquer, on a mené aussi une étude complémentaire sur les modalités ensuite de prise en charge de cet investissement, et puis sur les conséquences que ça peut avoir en matière juridique par rapport à l'association qui à l'heure actuelle exploite. Donc les différentes formules juridiques, on a mandaté un cabinet d'avocats spécialisé dans cette affaire qui nous a rendu des conclusions et qu'on a partagé avec le bureau de l'association, et moi-même lors de l'Assemblée générale de l'association il y a une dizaine de jours, j'en ai rendu compte également. Merci. Donc oui, cette délibération a été votée, je crois. Donc je donne la parole maintenant à monsieur Louiset pour nous parler du Port-Chantraine. Donc Port-Chantraine, remise forfaitaire accordée aux plaisanciers visiteurs du Port-Chantraine dans le cadre du guide de l'escale. Donc le guide de l'escale, c'est un document que nous avons commencé à sortir l'an passé, sur lequel il y a un certain nombre de réductions et de propositions qui sont faites à tous nos escalants, qui peuvent bénéficier de la piscine, qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de prestations de la ville de Cherbourg. Et à ce titre-là, nous avons des tarifs réduits qui sont proposés. Donc je vous demande donc de délibérer sur ces propositions. Pas de remarques? Qui vote contre? Qui
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours le port de Plaisance, donc la convention d'occupation avec le Yacht Club. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu particulier puisque nous allons avoir 3 délibérations. Vous avez les plans qui vous sont... Alors, il faut les rechercher. Voilà. Il s'agit du nouveau bureau du port et des installations connexes. Donc, nous sommes en travaux sur le nouveau bureau du port, donc nous allons reconfigurer, et les travaux sont bien avancés, la totalité du bureau du port. Au-dessus du bureau du port, il y a le restaurant L'Équipage, et nous avions en même temps les locaux du Yacht Club, donc qui étaient sous le restaurant, dans le prolongement des bureaux du port. Donc nous avions une situation dans laquelle nous avions une concession qui était faite de la totalité des installations au Yacht Club. Le Yacht Club ayant son propre gérant, et c'était le gérant qui était exploitant du restaurant L'Équipage. Nous avons souhaité que la situation soit beaucoup plus claire pour tout le monde. C'est-à-dire que le gérant ne soit plus un gérant, mais soit un ammoniataire traditionnel, c'est-à-dire qu'il gère son propre équipement sans aucune tutelle, et en particulier la tutelle du Yacht Club. Donc, pour pouvoir se faire, il fallait absolument que nous passions une convention avec le Yacht Club, qui, lui, était ammoniataire de la totalité des installations depuis la construction du port de Plaisance. Donc, la solution qui a été retenue, pour permettre au Yacht Club de continuer à bénéficier des locaux lorsqu'il en a besoin, c'est d'avoir 3 secteurs dans ce bâtiment. Le premier secteur, le restaurant L'Équipage. Le restaurant L'Équipage, pour lequel nous allons vous proposer une délibération, sur lequel nous allons faire une concession. Donc il sera concessionnaire au même titre que n'importe quel exploitant sur le port de Plaisance. C'est-à-dire qu'il pourra faire ses investissements, amortir ses investissements et récupérer son fonds de commerce lorsqu'il décidera d'arrêter son exploitation. Ça, c'est la première délibération. La deuxième délibération, ça concerne les locaux qui vont être mis à disposition du Yacht Club par lui-même. Yacht Club en tant qu'association. Et au même titre que toutes les associations, le Yacht Club bénéficiera de mètres carrés dans ce secteur-là qui lui seront attribués à titre gratuit dans le cadre d'une concession, au même titre que le CNC, au même titre que les pêcheurs plaisanciers, au même titre que les usagers du port, pour lesquels nous aurons des conventions qui vont venir. Et nous aurons une zone mixte. Cette zone mixte sera attribuée au Yacht Club, avec une ammodiation, puisque ça rentrera dans une zone commerciale. Et il y aura une convention entre le Yacht Club et le restaurant L'Équipage, pour faire en sorte que les droits du Yacht Club en matière d'exploitation de cette surface-là, à savoir pour les remises des prix, pour les assemblées générales, pour l'accueil des touristes, pour l'accueil des régates, pour l'accueil d'un certain nombre de manifestations, le Yacht Club puisse continuer à assurer les prestations pour lesquelles nous avons une convention avec lui, mais que malgré tout, lorsque ces espaces-là ne sont pas utilisés par le Yacht Club, il puisse y avoir une convention entre le Yacht Club et le restaurant L'Équipage pour que le restaurant puisse utiliser ces espaces-là en tant qu'exploitation de restauration. Donc je crois qu'au travers des conventions qui vous sont proposées dans le cadre de cette délibération, nous réglons définitivement les problèmes du restaurateur, nous réglons définitivement les problèmes du Yacht Club, et nous avons une zone qui nous permet d'assurer les prestations nécessaires au fonctionnement du Yacht Club tout en ne pénalisant pas le fonctionnement du restaurant L'Équipage. Donc voilà ce qui vous est proposé dans les délibérations qui vous sont soumises cet après-midi. Ouais. Ce que ne vous a pas dit Michel Louiset, c'est que l'aboutissement de ces conventions a été le fruit d'une négociation très complexe, à la fois sur le plan juridique, parce que c'est vrai que nous sommes dans un cadre juridique contraint, et puis sur le plan du fait qu'il faut pouvoir donner satisfaction aux uns et aux autres, et les 3 partenaires que sont d'un côté la ville, que sont de l'autre côté l'exploitant du restaurant, et puis donc l'Équipage et le Yacht Club. Donc les objectifs ont pu être convergés vers ces conventions, et on ne peut que s'en féliciter. Alors, je vais les mettre successivement aux voix. Donc, la délibération 40, donc, elle concerne la convention d'occupation qui est conclue avec l'association Yacht Club de Cherbourg, qui vote contre.
qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Et puis ensuite, donc la délibération 41, donc elle concerne la convention d'occupation du domaine public qui est conclue cette fois-ci avec la SARL, l'équipage, donc qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Lydia Thiolan pour le musée d'art Thomas-Henry. Oui, lors du dernier conseil municipal, vous devez vous en souvenir, nous avons acquis une petite eau-forte de Félix Buot. Et par cette nouvelle délibération, eh bien, nous allons à nouveau enrichir nos collections. Félix Buot, vous le savez, c'est un peintre originaire de Valognes qui est très connu pour ses illustrations, en particulier les illustrations qu'il a menées des œuvres de Barbey d'Aurevilly, qui est aussi un très grand auteur du Cotentin. Donc nous conservons déjà actuellement 168 œuvres de Félix Buot, dont 13 peintures. Et le projet de Louise Le Gall, eh bien, c'est de faire du musée Thomas-Henry le lieu de référence pour l'œuvre de Félix Buot. Il est donc très important d'acquérir un maximum d'œuvres de cet artiste, et les peintures sont particulièrement précieuses dans son œuvre car elles sont très rares. Il n'a réalisé dans toute sa vie que 86 peintures. Voilà pourquoi cette petite toile, cette petite huile, intitulée Les Oies, et qui n'a l'air de rien, est si importante pour nous. Alors, bien entendu, nous devons remercier très chaleureusement la Société des Amis des Musées et des Monuments de Cherbourg et du Cotentin. Les remercier les membres de cette société, la présidente Aude Godefroy, les remercier pour avoir accepté de mener à bien cette opération d'acquisition et également, bien sûr, pour nous proposer aujourd'hui cette donation. Un grand merci aux mécènes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la bibliothèque Jacques Prévert et Raymond Queneau. Oui, le centre culturel que nous appellerons désormais le Casar réouvrira ses portes en avril 2015, comme nous l'avions annoncé. Les travaux avancent bien et nous devons donc évidemment anticiper la fermeture du service qui a été installé provisoirement dans les bâtiments de l'ancien hôpital maritime. Cette fermeture elle aura lieu en octobre 2014, c'est-à-dire 6 mois avant la réouverture, le temps de mener à bien les opérations de déménagement et de réinstallation des services. Cette délibération, elle concerne tout simplement les tarifs d'inscription que nous devons ajuster en fonction de cette fermeture en octobre. Bien sûr, ces tarifs, ils ne concernent que les non-cherbourgeois, puisque, bien entendu, pour les habitants de Cherbourg-Octeville, les emprunts sont entièrement gratuits et le demeureront dans l'avenir. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération donc numéro 50 concerne la tour observatoire du Parc Lié et la demande de protection en tant que monument historique. Exactement. Le Parc Lié, qui est aujourd'hui ouvert à tous, eh bien, vous le savez, il était à l'origine la propriété d'Emmanuel Lié, ancien maire de Cherbourg, scientifique passionné d'astronomie. Emmanuel Lié se fit construire une tour observatoire à proximité de sa maison. Or, il s'agit là, à vrai dire, d'une pièce très rare, car il y a très peu d'exemples en province d'immeubles destinés à l'observation astronomique. Voilà pourquoi nous proposons aujourd'hui de demander son inscription à l'inventaire des monuments historiques. Cette protection, elle nous permettra d'assurer sa restauration et elle nous permettrait également de constituer dans son environnement une zone de protection, ce qui évidemment peut être très utile étant donné le caractère absolument remarquable sur le plan architectural du quartier de la Bucaille. Monsieur Huette. Attendez, je vous donne la parole. Est-ce qu'il peut y avoir un impact avec le projet de construction dans la rue Secondat? Non, pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat, mais à terme, puisque ce n'est pas un monument classé, on demande la protection. Mais ça montre bien que la volonté de la ville de Cherbourg-Octeville, de l'intérêt patrimonial à la fois du parc Emmanuel Lié et puis de l'ensemble des constructions, dont la tour, qui nous paraît éligible déjà à une procédure de protection. Et c'est un signe aussi que nous envoyons par rapport aux investisseurs du quartier en disant attention, on est sur un quartier qui a un caractère historique, un
caractère patrimonial pour la ville de Cherbourg-Octeville. Donc ça marque notre volonté d'une certaine façon à ce que s'il y a des projets, ils puissent se développer en harmonie avec l'esprit architectural du quartier. Y a-t-il d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc suivante, toujours Lydia, pour la convention de partenariat en faveur de l'accès à l'art et à la culture. Oui, vous connaissez déjà cette convention qui lie le service pénitentiaire d'insertion et de probation à la ville de Cherbourg-Octeville. Une convention par laquelle nos structures culturelles municipales proposent des projets dans le cadre de leurs activités aux personnes sous main de justice qui sont détenues à la maison d'arrêt de Cherbourg. Eh bien, vous avez ici la programmation pour l'année 2014. Pour nos musées, il y aura une présentation de l'exposition dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement et surtout une opération menée dans le cadre du musée Fellmur, de la 3e version ou de la 3e saison du musée Fellmur. Il y aura un choix d'œuvres réalisé en commun avec les détenus. Par ailleurs, pour la bibliothèque, nous aurons un certain nombre de projections de films et également, très important, un atelier d'écriture dans le cadre des Mercuriels avec Ricardo Montserrat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pardon, excusez-moi. Proposer à des prisonniers de la prison la route de la voie de la liberté, c'est peut-être un petit peu prendre des risques, je ne sais pas, mais enfin... Hein? C'est volontaire. Ah bon, d'accord. Ça a été pensé... Vous jouez avec le jeu, Madame Quelan. Non, mais ça a été pensé pour ça, évidemment. Et vous aurez remarqué également que l'atelier d'écriture qui sera réalisé avec Ricardo Montserrat a le même thème. C'est-à-dire qu'il s'agit de travailler sur une sorte de kilomètre zéro d'une voie de la liberté. Bien sûr, c'est conçu spécifiquement pour nos détenus et bien entendu dans toute la délicatesse nécessaire lorsqu'il s'agit d'aborder ces sujets dans ces lieux-là. Je voulais plaisanter. Oui. Délibération, donc je ne sais plus si on l'a voté ou pas, donc je la remets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. En l'absence de M. Magalès, je vais tout simplement rapporter la délibération suivante. C'est la convention Comedec État civil. Donc l'État a engagé en juin 2012 donc, un projet ambitieux d'échange dématérialisé de données d'état civil entre les communes et les administrations destinataires. On a été site pilote d'ailleurs de cette plateforme qui s'appelle Comedec, qui veut dire Communication électronique de données d'état civil. Donc c'est porté par l'Agence nationale des titres sécurisés et nous adhérons donc bien évidemment à cette plateforme et cette délibération est là pour objectif d'autoriser donc l'adhésion de notre commune donc au dispositif et d'approuver donc la signature des conventions. Tout simplement pour être un peu plus clair par rapport aux avantages que ça peut avoir par rapport à nos concitoyens, eh bien nos concitoyens n'auront plus besoin, quand ils sont notamment à l'extérieur de la commune, de passer par le bureau de l'état civil pour demander un extrait d'acte de naissance. Ça pourra être fait directement s'ils sont à l'extérieur et qu'ils font un papier administratif et qu'ils ont besoin d'un extrait de naissance. Eh bien, ça pourra se faire par le biais de cette plateforme qui est une plateforme sécurisée, qui permettra à une autre mairie de pouvoir délivrer en notre lieu et place un document d'état civil. Et ça ne peut être qu'une bonne chose. Et ça montre que bien que la dématérialisation, d'une certaine façon, peut apporter à la fois du confort pour les usagers et éviter un certain nombre d'allers-retours administratifs. Et on peut dire qu'on a été site pilote et on ne peut que s'en enorgueillir. Et Madame le ministre de la Justice, si je crois bien, nous avait envoyé un courrier assez récemment pour nous remercier d'avoir expérimenté déjà cette plateforme. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je passe donc maintenant à la délibération suivante. Guylaine, pour la revitalisation du commerce et de l'artisanat. Comme à pratiquement chaque conseil, nous vous demandons
de pouvoir délibérer sur le versement de la subvention la revitalisation du commerce. Et selon les attributions décrites, nous avons un seul bénéficiaire, c'est M. Sourigon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, on va parler du carnaval 2014. Voilà, donc il s'agit de pouvoir délibérer sur le versement et la signature de la convention du carnaval, donc, qui aura lieu cette année le 10, 11 et 12 avril, et sur le thème du Far West. Donc voilà, nous vous demandons de pouvoir attribuer la subvention de 13 934 € et de signer aussi la convention avec le carnaval. Qui vote contre? Pardon, M. Huet. J'ai simplement deux observations, une question et une observation. La question, c'est de savoir quelle est la constitution du budget global au niveau agglomération, parce que c'est maintenant organisé au niveau de l'agglomération. Et la deuxième question, c'est de savoir s'il y a une communication un peu plus ambitieuse que l'an dernier, car on a découvert que le carnaval avait lieu au moment où on a vu passer les défilés. Voilà. Sur les données, est-ce que vous avez des informations sur Alors, effectivement, on a tendance à dire que c'est le carnaval de la communauté urbaine, mais enfin, il faut quand même reconnaître que c'est la ville qui finance en grande partie cette manifestation. Quant à la communication, c'est à la charge de l'association de faire sa propre promotion. Nous, on est là qu'à aide technique, logistique et un peu financière. Mais en aucun cas, nous sommes directeurs de la manifestation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Délibération adoptée, donc moins une abstention. Daniel Joanne, pour les conventions concernant les modalités de concours des médecins attachés aux établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, compte tenu des décrets que bien entendu tout le monde connaît, 2762 du 1er août, etc., les médecins sont rattachés aux établissements d'accueil des jeunes enfants et il s'agit donc d'établir avec eux des modalités de leurs prestations. Donc il vous est rappelé ce qu'on attend de ces médecins. Et donc la convention, les conventions qui sont proposées donc, déterminent le positionnement du médecin, sa fonction dans la structure, sa rémunération, l'organisation de ses missions, le partenariat mis en œuvre, les actions d'éducation et de promotion de la santé, sa place au sein de l'équipe et auprès des parents et l'organisation de l'accueil des enfants différents. Donc le médecin rattaché à la structure est recruté par voie contractuelle et cette délibération prendra effet à compter du 1er mars 2014. Vous avez donc eu un projet de convention avec le docteur Rabourdin donc pour la crèche familiale, un projet de convention pour la crèche Jean-le-Valois où le médecin n'est pas encore fixé et un projet de convention avec la crèche des Petits Loups et le docteur Saint-Yves. Merci. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante concerne une aide à l'investissement pour l'aménagement d'un coin bébé dans la cour de la crèche familiale. Voilà, crèche familiale qui fait maintenant partie du pôle assistant maternel et donc pour lequel un coin de jeu extérieur pour les tout-petits a été créé et lors de la commission d'action sociale de la CAF en date du 23 septembre 2013, une subvention d'un montant de 1 874 € a été accordée à la ville. Il y a donc lieu d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'aide à l'investissement et d'autoriser Madame la trésorière principale municipale à encaisser la recette. Parfait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération également adoptée à l'unanimité. Délibération 38, donc subvention aux associations dans le cadre des Arvèges. Donc une délibération habituelle concernant les Arvèges, donc qui ont toujours le même attrait pour les enfants et qui nous permet donc de subventionner les associations qui sont citées, qui interviennent. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc suivante, donc la subvention à l'intention de 3 écoles de la ville. Donc ces 3 écoles qui ont obtenu une subvention de 5 000 € mais qu'elles ne
peuvent pas toucher directement. Donc, cette somme a été versée à la ville de Cherbourg-Octeville et nous devons donc la reverser aux écoles concernées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je laisse la parole à Frédéric Bastian qui va nous présenter donc une délibération relative à l'accessibilité au spectacle vivant. Non, Frédéric, je te laisse la parole. Voilà, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la traditionnelle convention qui est signée entre la ville et la scène nationale concernant l'accès au spectacle vivant pour les populations issues des quartiers via les espaces solidaires. Donc, ce partenariat doit favoriser l'accès de tous aux actions de la scène nationale en désacralisant le lieu théâtre et le milieu artistique, en réduisant les différences culturelles dues aux freins sociaux, culturels et économiques, en cultivant le lien social, en fournissant un outil de travail original aux professionnels de l'animation et de l'insertion, en travaillant sur la notion de sens, de réflexion et de plaisir, en développant les pratiques artistiques. Donc pour ce faire, il y a tout simplement un partenariat qui est mis en place entre la scène nationale et la ville de Cherbourg-Octeville, et plus précisément sur le budget des espaces solidaires, qui consiste à proposer aux habitants des quartiers un tarif préférentiel où, d'une part, la scène nationale fait un effort, parce qu'il s'agit de l'ordre de 190 places, fait un effort global de l'ordre de 1 500 €, la ville de Cherbourg-Octeville à peu près autant, ce qui permet aux personnes, aux habitants, d'avoir un accès au spectacle entre 1,75 € et 4,75 € en fonction des différentes catégories tarifaires. Donc il s'agit de... Et là, bien évidemment, la gratuité, il y a gratuité pour les enfants quand ils sont accompagnés par les parents. Donc c'est une convention qui existe depuis quelques années maintenant et qui a un véritable impact positif sur l'accès à la culture pour nos habitants des quartiers. Donc vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération... excusez-moi, monsieur Huet, je vous laisse la parole. Beaucoup de questions aujourd'hui. C'est simplement, c'est en lien avec le théâtre, mais pas totalement en lien avec la délibération, c'est savoir si on pourrait, depuis la réouverture du théâtre, nous dire un petit peu comment fonctionne, j'appellerais ça le taux de remplissage, même si le terme n'est pas très beau, mais est-ce que l'investissement a ramené un certain nombre de personnes à suivre la saison théâtrale? Voilà. C'est une question. Lydia, tu veux apporter des éléments de réponse? Je sais par exemple, à titre d'information, que les réservations sur le Bourgeois Gentilhomme sont plus que complètes. Hein. Bon, mais je laisse la parole. Temps très long, mais ça c'est un spectacle parmi d'autres. Nous avons des taux de remplissage qui sont autour de 78% chaque année, parfaitement dans la moyenne des scènes nationales françaises. On ne peut pas dire, monsieur Huet, que la fermeture du théâtre à l'italienne ait eu un impact sur la fréquentation, puisqu'en fait les spectacles avaient été reportés sur le théâtre du Vox, d'une part, et le théâtre de la Butte. Donc à vrai dire, même pendant l'année de la fermeture, nous avions eu quand même un bon taux de remplissage des salles. Chaque année, c'est à peu près 27 000 spectateurs qui sont accueillis à la scène nationale de Cherbourg-Octeville. Donc 78% de taux de remplissage, encore une fois, c'est la moyenne nationale. On peut toujours faire mieux. Et c'est ce à quoi on engage notre scène nationale. Mais c'est sûr que quand on propose des propositions quand on propose des spectacles extrêmement différents, forcément il y a des spectacles comme le Bourgeois Gentilhomme qui immédiatement attirent un public très nombreux, et puis des spectacles qui sont de l'ordre de la création artistique, qui vont être plus difficiles d'accès et qui évidemment attirent un public peut-être un petit peu moins nombreux. Mais en moyenne, voilà, c'est 78%. Voilà. Et l'ensemble de ces spectateurs, donc on peut dire, est originaire de notre bassin de vie du Cotentin, hein, puisque le label Scène Nationale donc, nous permet de drainer un public qui ne viendrait pas à Cherbourg d'ailleurs, et qui permet justement de pouvoir avoir accès aux créations. Création, entre parenthèses, qui à l'heure actuelle tourne en France. Hein, si on prend l'Henri VI
ou Lucrèce Borgia de la Piccola Familia, on se rend compte que des créations à Cherbourg, à l'heure actuelle, font parler d'elles à l'extérieur, et notamment à Avignon. Et puis juste pour terminer, par rapport à ce label Scène nationale, qui est un label important, bien, il permet à la structure de bénéficier de fonds d'État, d'une convention avec des fonds d'État qui ne sont pas négligeables, avec de la région et le département. On doit être à peu près de l'ordre de 800 000 € d'apport extérieur grâce à ce label Scène nationale, qui permet d'avoir un équipement qui rayonne sur son bassin de vie, et ça nous paraît extrêmement important. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue donc avec la convention d'objectifs et de moyens avec la Maison de l'Emploi et de la Formation. Oui, il s'agit donc d'une convention que l'on reconduit aussi et dont on a l'obligation de reconduire dans la mesure que le montant de la subvention est supérieur à 23 000 € pour les subventions attribuées par les collectivités aux organismes de droit privé. C'est le cas pour le partenariat avec la mission locale du Cotentin, dont le tarif d'adhésion à ce dispositif repose depuis plusieurs années sur une participation financière par habitant formalisée dans une convention d'objectifs et de moyens signée en 2002 pour 3 ans, puis reconduite en 2005, 2008 et enfin 2011. Donc la convention étant arrivée à son terme, il convient donc de la renouveler. La ville de Cherbourg-Octeville participe financièrement au dispositif mission locale en versant à l'association pour la Maison de l'Emploi et de la Formation une subvention globale pour l'ensemble de ses missions à hauteur de 50 000 €. Avant de mettre aux voix cette délibération, juste quelques éléments de bilan pour l'activité 2013 de la mission locale et de la Maison de l'Emploi et de la Formation. 1797 jeunes du canton sont entrés en contact avec la mission locale. Pour la ville de Cherbourg-Octeville, c'est plus 9% en un an, dont 1295 jeunes accompagnés. Ils ont bénéficié de 5483 entretiens individuels, ateliers, informations collectives. Les jeunes de Cherbourg-Octeville représentent 43% des jeunes accompagnés sur l'ensemble du territoire de la mission locale. Et 620 jeunes demeurent dans les quartiers prioritaires, qui représentent à peu près 48% des jeunes de la ville de Cherbourg-Octeville. Et enfin, le nombre de jeunes accompagnés a augmenté de 23% depuis 2008. Le suivi s'est également intensifié, plus 38% sur l'activité d'accompagnement. Donc on voit tout l'intérêt de ce dispositif. Voilà, tout à fait, oui. Et on pourrait d'ailleurs continuer dans le bilan en donnant les résultats, parce que c'est important. Donc la Maison de l'Emploi et de la Formation, par le biais de cette mission locale, donc permet d'accueillir des jeunes qui sont souvent en rupture, qui ont été souvent en rupture avec le milieu scolaire, permet de leur redonner des formations qualifiantes et ensuite de leur permettre d'accéder à l'emploi. Et ça, c'est important. On vous communiquera, si vous le souhaitez, le bilan, donc ce qui montre bien la nécessité pour nous de la ville de Cherbourg-Octeville de s'impliquer dans le fonctionnement de cette mission locale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant donc à la délibération, une délibération importante donc sur la signature d'un contrat local de santé qui a été négocié pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui donc arrive dans sa phase finale d'aboutissement. Donc, la loi Hôpital Patient Santé Territoire de juillet 2009, dite HPST, a modifié en profondeur l'organisation des instances décisionnaires en santé. Les agences régionales de santé, ARS, ont ainsi été créées en avril 2010. Elles créent tout un ensemble de dispositifs, que ce soit de la DAS, l'URCAM, la DRAS, la CRAM, la MSA. Et les compétences réunies dans cette structure autorisent une approche globale de la santé, une plus grande cohérence des réponses et des parcours pour les patients et personnes en situation de perte d'autonomie. Le champ d'intervention de l'ARS est donc très large. Il comprend à la fois la santé publique et l'organisation de l'offre de soins. Pour mettre en œuvre ces missions, l'Agence régionale de santé élabore un projet régional de santé qui s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé. Pour ce qui est de la déclinaison locale, les ARS ont la possibilité de signer avec les collectivités territoriales un contrat local de santé qui contribue à la mise en œuvre du plan régional de santé par l'ARS et tisse un lien étroit entre l'État et les collectivités territoriales afin de développer des politiques de santé sur les territoires de vie. Le contrat local de santé est en fait envisagé comme un outil d'amélioration de la santé de tous, contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il est l'outil de mise en œuvre des priorités et objectifs du plan régional de santé et permet également de mutualiser les moyens pour répondre à un besoin local de santé, de consolider par contrat les partenariats locaux et d'inscrire cette démarche dans la durée.
Le contrat local de santé établit en effet le lien entre le plan régional de santé et les projets portés par les collectivités pour améliorer la santé et les conditions de vie de la population dans les territoires de manière plus durable et plus équitable. Dans ce sens, pour l'ARS, le contrat local de santé est vu comme le prolongement des ateliers santé-ville, puisque la communauté urbaine de Cherbourg a depuis de nombreuses années un atelier santé-ville et dont l'ARS a souhaité se reposer, vu l'efficacité du travail fourni par l'atelier santé-ville. Donc pour la communauté urbaine de Cherbourg, les enjeux se concentrent sur 3 points. Conserver les financements ARS pour les actions santé sur l'agglomération et pour la coordination de l'atelier santé-ville. Faciliter la mise en œuvre du plan d'action du contrat local de santé par le pouvoir d'incitation de l'ARS auprès des structures sanitaires et médico-sociales, de consolider le lien entre les questions de promotion de la santé et d'environnement, plan local santé-environnement. Pour mémoire, la ville de Cherbourg-Octeville, seule ville de Basse-Normandie appartenant au réseau Ville Santé OMS, a mis en place un plan de promotion de la santé il y a maintenant un peu plus de 3 ans et qui a été largement repris dans le contrat local de santé. Le contrat local de santé est ainsi à la convergence de plusieurs dynamiques de santé, et vous avez un schéma qui vous explique un petit peu les différentes interconnexions entre les différentes structures et organismes. Les signataires sont signataires du contrat l'Agence régionale de santé, la communauté urbaine de Cherbourg, les 5 villes de l'agglomération, le Conseil général et l'État. Le pilotage, ça a été une des questions dans la négociation avec l'ARS. En fait, il y a un copilotage. Pour toutes les questions relatives au contrat local de santé, le pilotage est effectué par l'Agence régionale de santé. Pour toutes les questions relatives à l'atelier santé-ville, le pilotage est effectué par l'atelier santé-ville, par la communauté urbaine. Donc les 6 enjeux validés pour la programmation de l'atelier santé-ville demeurent l'ossature du contrat local de santé, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. L'ARS a souhaité se reposer sur le travail déjà effectué par l'atelier santé-ville. L'accès à la santé et à la prévention, le bien-être et la santé mentale, les violences contre soi et contre les autres, les conduites à risque, l'hygiène de vie et la santé sexuelle. Ce contrat sera valable jusqu'au 31 janvier 2018 au regard de la durée du projet régional de santé. Juste à titre d'illustration, pour montrer les interconnexions qu'il peut y avoir, l'Agence régionale de santé a, dans le cadre de sa politique de prévention, financé en 2013 la collectivité à hauteur de 9 600 € pour des actions suivantes: conduite addictive, action bucco-dentaire, cancer du sein. Et je voudrais juste faire un petit, puisqu'on a pu remarquer que la question de l'accès aux soins de premier recours est importante, que dans le cadre de ce contrat local de santé, un des chapitres qui est d'améliorer l'accès aux soins de premier recours, nous avons comme une des priorités de l'Agence régionale de santé qui a été travaillée avec la ville de Cherbourg, créer un pôle de santé libéral et ambulatoire en centre-ville de Cherbourg, donc pilotage ville ARS, dont les objectifs sont les suivants: répondre aux besoins de soins de premier recours au centre-ville de Cherbourg en proposant une offre coordonnée des professionnels de santé, notamment pour la population la plus âgée; pallier à la baisse de la démographie médicale sur le territoire du Nord-Cotentin; répondre aux aspirations professionnelles des jeunes professionnels de santé libéraux à une répartition équilibrée des professionnels de santé libéraux sur le territoire de la ville de Cherbourg; accompagner des professionnels de santé libéraux pour la création d'un pôle de santé libéral et ambulatoire; répondre à la mise en accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est fondamental que cette question du pôle de santé libéral ambulatoire soit inscrite dans le contrat local de santé, parce que ça permet tout simplement d'ouvrir des possibilités de financement pour les professionnels de santé et pour la constitution de ce pôle de santé libéral ambulatoire. Donc ce n'est pas neutre dans le contexte actuel. Et la ville de Cherbourg a milité pour que cette priorité soit inscrite dans le contrat local de santé, tout comme la problématique de l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, qui est aussi une des priorités donc, de l'ARS, renforcer la passerelle d'accès aux soins du centre hospitalier du Cotentin, donc avec un pilotage de l'ARS, du centre hospitalier public du Cotentin et de la ville de Cherbourg-Octeville, en externalisant les permanences de la passerelle d'accès aux soins en centre-ville, ce qui est fait depuis maintenant un peu plus d'1 an, permettre aux personnes sans domicile fixe de recevoir les soins de premier recours, offrir une offre de soins de premier recours globale, sociale, médicale et psychologique. Donc on voit qu'au travers de ces deux, que ce soit le pôle de santé libéral ambulatoire, que ce soit l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, l'Agence régionale de santé l'a inscrite comme étant une des priorités du contrat local de santé de l'agglomération cherbourgeoise, et ce qui montre bien d'une part
l'importance de l'action que la ville de Cherbourg-Octeville a pu mener auprès de l'Agence régionale de santé pour sensibiliser l'Agence régionale de santé à cette problématique, qui permet d'ouvrir un certain nombre de financements, notamment pour les professionnels de santé, pour la constitution du pôle de santé. Et enfin, ce contrat local de santé sera le deuxième signé en Basse-Normandie, puisqu'à ma connaissance, les 4 autres villes l'ont validé, la communauté urbaine, je crois, l'a validé, et donc il restait la ville de Cherbourg-Octeville, et ça sera donc le deuxième contrat local de santé après celui de la ville de l'Aigle dans l'Orne. Donc ce sera le deuxième contrat local de santé en Basse-Normandie pour une ville aussi importante. Donc c'est un événement, je pense, et un élément très important dans le cadre de l'accès aux soins et tout simplement de la carte sanitaire et en termes de politique de santé publique pour notre territoire. Tout à fait. Et puis ça permet de définir le rôle des uns et des autres, chacun dans nos compétences. Et on a vu que nous, on agissait notamment, mais il n'y a pas que dans ce domaine, dans le domaine de la prévention, où on a un rôle actif en tant que collectivité. Je vous laisse, Mme Champin, la parole. Je trouve ça très bien, mais c'est fait avec des médecins libéraux. Comment vous allez les trouver? Nous sommes en pénurie de médecins libéraux. J'aimerais bien avoir une solution. Monsieur Bastien. Oui. Je vous remercie de cette question qui est effectivement essentielle parce que le fait de créer des conditions d'exercice qui correspondent aux aspirations des professionnels de santé ne suffit pas pour autant à trouver des médecins libéraux. Et c'est le deuxième champ, mais il n'est pas inscrit dans le contrat local de santé, mais ça me permet d'en parler. Nous menons avec le centre hospitalier public du Cotentin, avec la polyclinique du Cotentin, avec la communauté de communes de la Hague, avec différentes communautés de communes autour du territoire, la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Cherbourg qui est à l'origine de ce travail, une démarche d'attractivité du territoire en mettant en avant les atouts de notre territoire. Alors on le fait selon 2 axes. Tous les 6 mois, une 50aine d'internes en médecine viennent au centre hospitalier public de Cotentin et une 30aine à peu près sont en stage de fin d'études chez un praticien, chez un médecin généraliste en ville. On les convie à une soirée dite conviviale en début de stage pour leur faire découvrir les atouts de notre territoire. En termes d'opportunités hospitalières, le centre hospitalier public du Cotentin fait une présentation de l'hôpital et puis des opportunités qu'il peut y avoir pour des futurs praticiens. La polyclinique du Cotentin fait le même travail. L'Union régionale des médecins libéraux fait l'état d'avancée des pôles de santé libéraux ambulatoires sur le Nord Cotentin, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en cours de gestation. Et enfin, Manche Attractivité vient aussi présenter les atouts du territoire pour les conjoints des futurs médecins, ce qui permet ainsi d'avoir un panel de présentation, que ce soit les atouts culturels, sportifs, ludiques, garde d'enfants, immobilier, etc., qui permettent ainsi aux futurs praticiens d'avoir une vision positive de notre territoire et des atouts de notre territoire. Et on travaille sur un événement majeur dont la première édition devrait avoir lieu en 2015, qui est une manifestation d'envergure nationale pour mettre là aussi en avant les atouts du Nord-Cotentin. On travaille avec les différentes communautés de communes sur un week-end où on inviterait et on convierait les professionnels de santé en fin d'études, ainsi que les médecins qui sont ce qu'on appelle en post-internat, c'est-à-dire juste après l'internat, au moment où ils doivent faire un choix de carrière. On les inviterait aussi à découvrir les atouts de notre territoire, que ce soit sur la Hague, que ce soit sur le territoire de Cherbourg, que ce soit sur le Val-de-Serre, de manière à ce que sur 3 jours, ils aient une vision aussi positive au travers d'un événement qui se voudra un peu sportif, un peu ludique et aussi pour présenter les atouts économiques de notre territoire et les atouts en termes de qualité d'exercice pour des professionnels de santé libéraux. Donc on travaille sur tous les axes, travailler sur des conditions d'exercice que souhaitent les jeunes professionnels de santé et enfin vanter les atouts de notre territoire pour que les jeunes professionnels de santé qui soient issus Je discutais hier avec un médecin de Montpellier qui était venu par accident ici et qui est resté quand il a découvert la qualité de vie qu'il pouvait avoir sur notre territoire. Donc c'est ça qu'on veut démontrer, la qualité de vie que l'on a sur notre territoire pour permettre effectivement, comme ce médecin de Montpellier qui faisait du surf et puis qui a découvert qu'ici il y avait des spots de surf remarquables et qui du coup va rester travailler ici. Donc c'est tout l'enjeu de ces politiques que l'on mène. Vas-y.
Attendez, appuyez, voilà. Je vous l'ai. Vous avez beaucoup de candidatures parce que vous savez quand même que les médecins libéraux sont en perte. Il y en a encore 4 qui vont partir et qui font déjà ce travail-là au niveau privé et n'arrivent pas à trouver. Alors vous avez beaucoup de candidatures et combien si vous en avez ? De santé, le projet de pôle de santé libéral ambulatoire qu'il y a sur Cherbourg-Octeville, les professionnels de santé se sont constitués en association. À ce jour, il y a 18 professionnels de santé qui sont au sein de cette association, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens. Il y a aussi de jeunes professionnels qui étaient encore internes il n'y a pas si longtemps sur le précédent stage, dont une jeune femme qui a rejoint ce groupe de réflexion qui semble intéressée aussi par cet exercice. Mais je voudrais insister sur un point. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Il faut savoir que, et c'est toute l'importance de ce contrat local de santé, il faut bien mesurer ça. Normalement, les pôles de santé libéraux ambulatoires peuvent donner lieu à des financements de l'ARS que s'ils sont dans des zones dites blanches, dans des zones désertifiées. La ville de Cherbourg-Octeville s'est fortement mobilisée pour faire reconnaître le fait qu'un territoire qui peut perdre, parce que c'est l'enjeu, la moyenne d'âge des médecins de notre territoire, et vous faites bien de le rappeler, Madame Champin, c'est à peu près 56 ans, et donc les médecins, beaucoup de médecins vont partir à la retraite dans les 15 ans qui viennent. On a souhaité se mobiliser bien en amont du fait que l'on devienne une zone dite blanche. Et ça a été tout le travail de persuasion qu'on a mené auprès de l'ARS pour finalement que l'ARS accepte d'intégrer le projet de pôle de santé libéral ambulatoire dans le contrat local de santé. Ça ne veut pas dire, parce qu'il faut être très honnête sur cette question-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter de financer le pôle de santé, mais si on est tout aussi persuasif qu'on l'a été pour qu'il le fasse inscrire dans le contrat local de santé, et vous pouvez nous faire confiance, on le sera, je pense qu'on pourra obtenir de l'Union régionale des médecins libéraux et de l'Agence régionale de santé des possibilités de financement qui donnent lieu eux-mêmes à d'autres possibilités de financement, conseil régional, conseil général, fonds européens. Donc c'est un enjeu de capital. On n'est pas en zone blanche. On n'est pas une zone en pénurie pour l'instant. Pardon. Le fait qu'on ne soit pas en zone blanche aujourd'hui, normalement, on n'aurait jamais pu inscrire dans le contrat local de santé ce projet de pôle de santé libéral ambulatoire. Non mais attendez, le fait qu'il soit inscrit nous permet d'ouvrir même si on n'est pas en zone blanche, mais dans combien d'années d'ouvrir dans combien d'années? 4-5 ans peut-être. Dès maintenant, Madame Champin, dès maintenant. Mais vous n'allez pas trouver des médecins tout de suite. Mais je ne dis pas qu'on va trouver des médecins, je dis qu'on crée les conditions pour trouver des médecins. Et c'est quand même pas, c'est déjà pas si mal. Ah mais je n'ai pas critiqué, je vous ai dit que c'était très bien dès le début, mais là vous allez l'air nous dire que vous avez de baguette magique et c'est faux. Madame Champin, je ne prétends pas et nous ne prétendons pas avoir de baguette magique. Nous avons souhaité nous mobiliser collectivement. Mais c'est très bien. Donc voilà, maintenant, effectivement, moi je ne vais pas trouver des professionnels de santé sous les sabots du premier cheval qui va pas ça, on est bien d'accord. Voilà. Simplement, en créant les conditions d'exercice souhaitées par les jeunes médecins, plus en inscrivant le projet de pôle de santé dans le contrat local de santé, plus en mettant en place une campagne mettant en valeur les atouts de notre territoire, on crée, qu'on le veuille ou non, et je pense qu'il vaut mieux faire ça que rien, on crée les conditions pour faire venir de jeunes professionnels de santé. C'est l'enjeu de tout ce travail qui est mené. Et dans quel local vous ferez ça? Ah ben voilà. À chaque jour suffit sa peine. Ah, voilà. Nous avons des pistes, et des pistes plus que sérieuses, je passe sous le contrôle de M. Louiset et de M. le maire, pour mettre en place le projet maintenant architectural. Et l'association des professionnels de santé qui s'est aussi mobilisée, parce que ce qui est important, il faut le dire, les médecins qui sont actuellement et qui travaillent sur ces projets de pôle de santé, moi je leur suis extrêmement reconnaissant, parce qu'ils travaillent pour l'avenir, ils ne travaillent pas pour eux.
Et ils ont fait le choix vraiment de se mobiliser et de travailler. Ils passent quelques soirées à définir et à discuter qu'est-ce qu'on va mettre dans ce pôle de santé, combien. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut les remercier, nos confrères, enfin mes confrères, pardon, de se mobiliser pour travailler sur ce projet-là, parce que c'est pas pour eux qu'ils le font. Ils le font pour garantir. Ça va être très difficile, c'est tout. Mais oui, mais bien sûr que c'est difficile, mais c'est notre boulot d'affronter les sujets difficiles, et on se mobilise pour affronter les sujets difficiles. Donc non, je pense que c'est quelque chose d'important, en tout cas qui est motivant, et qui, en plus de ça, pour la population, est quand même un enjeu. L'accès aux soins de premier recours est vraiment un enjeu majeur pour nos territoires, et on doit se mobiliser avant même d'entrer en situation de pénurie, et je pense que c'est très important. Tout à fait. Et pour apporter juste un tout petit mot de complément, donc on est tout à fait dans notre rôle, nous, d'anticiper les besoins, d'accompagner une réponse qui est co-construite avec les professionnels de santé, et aussi ce qui est intéressant dans ce projet de pôle de santé libéral et ambulatoire, ce sont les médecins eux-mêmes, les professionnels, qui se sont engagés à ne pas opérer de dépassement d'honoraires. Donc on reste tout à fait dans la droite ligne de ce que nous voulons et ce que nous souhaitons faire pour répondre aux besoins de santé du territoire. Et en plus, ce contrat local de santé, eh bien, nous permet, nous, de nous positionner en tant qu'acteurs et de légitimer les actions que nous menons, notamment en matière de prévention. Y a-t-il d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie. On passe à la délibération suivante qui concerne donc l'association de gestion du foyer des jeunes travailleurs et travailleuses. Donc, convention d'objectifs avec l'association pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs et de jeunes travailleuses pour l'année 2014. Depuis... excusez-moi. Ah ben moi je ne l'ai pas non plus. On l'a pas dans le même ordre. Je vous prie de m'excuser, je reprends le bon ordre. Pardon. Moi je l'ai pas. Excusez-moi. Donc, le Festival Femmes dans la Ville 2014, convention d'objectifs avec l'association Big Walter. Ah oui. Donc je ne vous rappelle pas là aussi l'importance du Festival Femmes dans la Ville pour la ville de Cherbourg-Octeville, qui est maintenant un festival d'agglomération, avec un rayonnement plus que d'amélioration, au moins au niveau du Nord Cotentin, et depuis 2013, bien au-delà, puisque le spectacle d'ouverture a eu l'occasion d'être produit à Hérouville-Saint-Clair au mois de septembre. Et le spectacle d'ouverture 2014 devrait être produit aussi à Hérouville et à Alençon pour l'année 2014, puisque au travers de ce travail qui a été fait, de cette valorisation du Festival Femmes dans la Ville, une compagnie Femmes dans la Ville constituée d'habitantes et d'habitants des quartiers s'est constituée et fait un travail tout au long de l'année, accompagné, pour produire un spectacle artistique de grande qualité. Donc, il vous est rappelé les différents objectifs du Festival Femmes dans la Ville, un événement majeur dans la vie des quartiers politiques de la ville, de la commune, et c'est vraiment un objectif qui est atteint et qui s'amplifie tous les ans, puisque pour mémoire, l'année dernière, plus de 5000 personnes ont fréquenté la semaine du Festival Femmes dans la Ville. Accroître le rayonnement du festival tant au niveau social que géographique par le biais d'une programmation culturelle grand public, permettre aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des habitants participant au spectacle d'ouverture d'accéder à l'ensemble de la programmation culturelle à tarif préférentiel, faire du spectacle d'ouverture, c'est ce que je vous disais, un spectacle de qualité pouvant être proposé dans d'autres villes bas-normandes. Pour ce, depuis 4 ans, on a souhaité confier la programmation culturelle à l'association Big Walter afin de professionnaliser et dynamiser le volet culturel de la programmation du Festival Femmes dans la Ville. Donc il vous est proposé de renouveler le partenariat avec l'association Big Walter, formalisé dans la convention jointe à la présente délibération et qui donnera lieu au versement d'une subvention de 19 500 €. À noter que cette subvention pourra faire l'objet d'une subvention complémentaire exceptionnelle d'un montant maximum de 4 000 €, si et seulement si l'association avait à faire face à un déficit global du budget de la manifestation, ce qui n'est pas arrivé depuis donc 4 ans. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Big Walter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On reprend, alors toujours, on avait oublié aussi la délibération qui concerne donc la convention d'objectifs et de moyens avec les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé de Basse-Normandie, l'IREPS.
Alors, la ville de Cherbourg et l'instance régionale d'éducation à la promotion de la santé ont décidé de préciser leur partenariat en matière d'action de promotion de la santé. Bon, je ne repars pas sur tous les éléments qui vous sont mis dans la délibération. L'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Basse-Normandie a pour sa part un certain nombre d'objectifs qui vous sont rappelés. Donc, en ce qui concerne la 2014, nous avons souhaité mettre en place depuis donc l'année dernière, et ça rejoint notre politique de promotion de la santé, des collectifs bien-être. Donc la mise en œuvre et de fonctionnement de ces collectifs bien-être pour les habitants citoyens qui se réunissent sont donc des habitants qui se réunissent à peu près une fois par mois sur les thématiques qui vous sont décrites dans la délibération: trouver de l'aide et se soigner, informer et communiquer pour la santé, mieux boire et manger, épanouissement relationnel, amoureux et sexuel, mieux bouger et respirer, lutter contre la solitude. Donc la coordination de ces actions de prévention sur les conduites à risque en milieu, c'est la mise en œuvre et de fonctionnement des collectifs bien-être, et la deuxième action que l'on souhaite confiée à l'IREPS et la coordination des actions de prévention sur les conduites à risque en milieu scolaire en lien avec les acteurs et ressources locales. Alors cette deuxième action est importante parce que en fait, on s'est aperçu au travers de notre travail de promotion de la santé que les établissements scolaires, quels qu'ils soient, menaient des actions en termes de prévention, mais qu'il nous semblait intéressant d'essayer de mettre un peu plus de coordination entre les différents établissements pour finalement essayer d'avoir un parcours dans la prévention auprès de nos jeunes élèves. Et c'est donc ce qui est mis en place. C'est un travail qui est long, qui est fait en lien avec l'éducation nationale et dont on a souhaité aussi confier la coordination à l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé. Donc, mise en œuvre des fonctionnements des collectifs bien-être et la coordination des actions de prévention dans les établissements scolaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On voit bien combien le contrat local de santé est important, puisqu'ensuite ça permet de décliner donc un certain nombre d'actions conformément aux objectifs qui ont été définis. On revient sur notre ordre du jour donc avec la convention d'objectifs avec l'association pour la gestion donc du FJT. Qui concerne donc l'année 2014. Depuis de nombreuses années, la ville et l'association cherbourgeoise pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs entretiennent un étroit partenariat sur la mission d'insertion des jeunes par le logement réalisé par l'association. Donc, dans le cadre d'une démarche de partenariat avec les associations, la ville de Cherbourg-Octeville souhaite accompagner la réalisation de projets associatifs, de développement de réponses adaptées pour l'accompagnement des jeunes et plus généralement des personnes éprouvant des difficultés sociales. L'association pour la gestion des FJT justifie l'intérêt de la collectivité en gérant les FJT et les établissements dont l'administration lui est confiée, en assurant aux bénéficiaires de ces établissements le maximum de services dans un souci d'ordre moral, social, éducatif et culturel, en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, notamment les actions de formation. La ville de Cherbourg-Octeville souhaite poursuivre en 2014 le soutien apporté au FJT Espace-Temps par le biais d'une subvention globale de fonctionnement à hauteur de 142 500 €. Il convient donc de signer une convention d'objectifs entre la ville et le FJT Espace-Temps afin de définir les modalités de soutien financier de la ville à l'association. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs 2014 entre la ville de Cherbourg-Octeville et l'association de gestion des foyers des jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Benoît Rivet n'est pas là en tant que président, mais il nous dirait que depuis la réhabilitation, le foyer des jeunes travailleurs a un taux de remplissage qui est de l'ordre de 97%. Donc les 3% qui restent, c'est la vacance technique, en quelque sorte, qui s'opère entre le fait qu'il y ait un départ et une nouvelle arrivée. Donc ça veut dire que le FJT est plein. Il remplit bien son rôle sur la ville de Cherbourg-Octeville. Je laisse la parole à Madame Chauzeau-Marigné pour nous présenter donc les subventions à la MJC et à la Maison pour tous. Hop, c'est bon, voilà. Comme vous le savez, depuis 2012, nous sommes liés à la Maison des Jeunes et de la Culture et à la Maison pour tous Léo Lagrange par des conventions d'objectifs qui courent sur 3 ans. Donc il convient par cette délibération de vous autoriser, Monsieur le maire, à ordonnancer le versement des subventions qui vous sont inscrites dans le tableau ci-dessous, d'autoriser le versement donc, dans cette subvention pour 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.
Ensuite, donc, on va parler donc, de la Solitaire du Figaro, avec un avenant à la Convention. Complètement de sujet, effectivement. Nous recevrons la Solitaire du Figaro du 2 au 6 juillet prochain, mais ça, je pense que vous le savez tous. Les services de la ville travaillent déjà depuis plusieurs semaines à l'organisation de cette manifestation. Le comité de pilotage s'est déjà réuni de nombreuses fois. Et par cette délibération, il vous est demandé par avenant d'autoriser Monsieur le maire au versement d'une subvention de 16 000 € qui couvrira les coûts d'hébergement liés à l'équipe d'organisation, à savoir Pendwick. Donc pour votre information, de très grands noms sont déjà inscrits sur cette course, donc ça promet d'être une très belle course, un très bel événement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc, ensuite, donc, le règlement intérieur de l'espace public numérique. Oui, nous avons sur la commune 9 espaces publics numériques qu'on appelle de leur petit nom des EPN. Cette délibération permettra de faire appliquer un règlement intérieur que vous avez tous lu, j'imagine, en annexe. Il a pour objectif de clarifier l'utilisation de l'outil informatique mis à disposition des citoyens et il régit la relation entre l'EPN et l'utilisateur. Voilà, le règlement sera affiché dans l'EPN, bien évidemment, et il figurera sur le site internet. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Michel Durel nous a rejoint, donc il va pouvoir présenter ces différentes délibérations. Donc la première concerne donc le Code des marchés publics et l'actualisation des règles de procédure interne. Il y a cette modification du règlement intérieur pour tenir compte du nouveau seuil des passations des marchés publics. Le Code prévoit une procédure formalisée au-delà du seuil de 207 000 € hors taxes pour les fournitures et services et de 5 186 000 € hors taxes pour les travaux, mais laisse aux acheteurs publics le soin de déterminer la procédure dite procédure adaptée en dessous de ces seuils. Alors pour la ville de Cherbourg-Octeville, c'est je vous rappelle les seuils, de 0 à 4 000 € les différentes délégations font ce qu'elles veulent. De 4 000 à 20 000 €, donc c'est une simple mise en concurrence avec 3 devis. De 20 000 à 207 000 € maintenant, c'est une procédure adaptée, c'est-à-dire 20 jours de publicité, ça ne passe pas en conseil municipal. Et de 207 000, ce qu'on voudra, c'est un appel d'offres. Voilà. Parfait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Délibération concernant le château des Ravalets. Oui, alors ce sont des avenants qui concernent la restauration des parements en pierre de taille, la restauration des parties sculptées, la restauration des parements en moellon à civet de schiste, la création d'un réseau de drainage, la restauration du perron de la façade sud. Donc le premier avenant concerne la société Baudin. Son délai d'exécution de travaux a été fixé à 6 mois et on le prolonge de 4 mois, donc ce qui nous fait 10 mois. Et pour la société Aubert-Labansa, ces travaux ont été fixés à une exécution de 2 mois, pas 3 mois comme écrit, c'était 2 mois. Donc nous les prolongeons de 3 mois, ce qui fait un délai total de 5 mois. Voilà, et ensuite vous avez à la fin les nouvelles appellations des différentes options. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération suivante, donc délibération adoptée à l'unanimité, et on passe donc au centre culturel. Alors là, vous avez toute une série d'avenants qui concernent les lots numéro 1, démolition, numéro 2, gros œuvres, numéro 3, charpente métallique, métallerie, bardage minéral, lot numéro 4, étanchéité, le numéro 7, menuiserie intérieure, lot numéro 8, cloisonnement, lot numéro 9, plomberie, chauffage, ventilation, lot numéro 10, électricité, lot numéro 11, peinture, revêtement muraux, lot numéro 12, revêtement de sol souple, et lot numéro 13, sol dur faïence. Alors, je ne vais pas vous les détailler, simplement si vous avez des questions, voilà, je vais vous y répondre. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe au bureau du port, ex-capitainerie du port Chantraine. Voilà. Donc ces avenants concernent les lots numéro 2, charpente bois, bardage bois, lot numéro 5, menuiserie extérieure aluminium, lot numéro 13, carrelage faïence, lot numéro 14, peinture, revêtement de sol souple, et le lot numéro 16, chauffage, rafraîchissement, ventilation, plomberie sanitaire. Bon, là, c'est pareil, je ne vais pas tout vous lire non plus. Si vous avez des avenants en moins-value et en plus-value. Si vous voulez quelques détails, je vais répondre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Centre d'information et d'orientation. Oui, alors donc, c'est un avenant qui concerne le numéro 4, les menuiseries intérieures et les cloisons doublage. C'est un marché conclu entre l'entreprise de fer. Donc, en effet,
suite aux dépôts de faux plafonds et doublage des travaux supplémentaires sont nécessaires pour reboucher les trous et trémies jusqu'à présent non visibles. De même, une adaptation dans le faux plafond de l'étage impose de renforcer le degré coupe-feu du fumidome. Et vous avez aussi la modification d'un montant de marché qui vous avait été indiqué comme 88 515 € hors taxe, alors que c'est 88 515 € TTC. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc en ce qui concerne les l'organisation des activités socio-éducatives. Alors là, c'est la même chose. C'est une erreur de montant de marché qui n'est pas de 1 848 036, mais de 1 840 036. Qui vote contre cette régularisation? Qui s'abstient? Donc régularisation adoptée à l'unanimité. Changement de raison sociale de CGLEC. Oui, donc depuis le 1er novembre 2013, la société CGLEC Basse-Normandie a cédé à la société Green son fonds de commerce. Donc ils font un avenant pour entériner ce changement de société. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La location et l'entretien des vêtements de travail. Oui, donc là c'est un avenant parce que nous introduisons 2 articles supplémentaires. Vous les avez en bas. Des pantalons Brest, des blouses et puis Silver. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Les produits d'entretien. Oui, donc là c'est un groupement de commandes avec le CCAS. Donc le lot numéro 1, c'est un appel d'offres évidemment. Le lot numéro 1, consommable, marché d'entreprise Gamma 29. Le numéro 2, produits d'entretien courant. C'est un... oublié les produits d'entretien. Comment? Tu as oublié les produits d'entretien. Non? Non, c'est bon. On est bon? On est c'est dessus? bon, c'est ça. On est dessus? C'est un groupement de commandes. Non, c'est bon. Hein. Mais ça aussi. Ah bon. Michel. Donc je reviens à ce que je disais. Avoir l'air intelligent. Groupement de commandes. On est bien dans le cas, comme dans la délibération qui suivra, d'un groupement de commandes entre la ville et le CCAS. C'est ça, un groupement de commandes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un groupement de commandes avec le CCAS concernant l'achat de produits d'entretien. Lot numéro 1, c'est un marché à bon de commande. Lot numéro 1, consommable, marché d'entreprise Gamma 29. Lot numéro 2, produits d'entretien courant, c'est un marché d'entreprise groupe PLG. Lot numéro 3, produits de remise en état, c'est un marché d'entreprise Challenger. Et lot numéro 4, produits de restauration conformes aux exigences HACCP, c'est un marché de l'entreprise Pure Odeur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit dans un groupement de commandes entre la ville et le CCAS. Oui, alors là, ça concerne les fournitures et matériels et consommables informatiques. Donc nous souhaitons faire un groupement de commandes avec le CCAS. Donc, il vous convient donc aujourd'hui d'adopter le principe du groupement, d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement et l'élection du représentant de la ville au sein de la CAO du groupement sera effectuée en séance de conseil municipal lors du prochain mandat. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération suivante, donc les résultats de l'appel d'offres ouvert concernant la création d'un skatepark dans le cadre du quartier des Bassins. On a quelques images. Oui, bon, on va les... Qui va les... Monsieur Mété va nous... Donc, c'est un appel d'offres. Je regardais avant peut-être. Bah, il faut peut-être quelques commentaires. Il faudrait parler dans le micro. N'arrachez pas tout. N'arrachez pas tout. Voilà. Il en a un là-bas. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Voilà, il s'agit de l'aménagement des jardins de la Divette, donc les espaces qui sont compris. Allô, ça marche? Donc le skatepark s'inscrit dans l'aménagement des jardins de la Divette. Les jardins de la Divette sont les espaces qui sont en cours d'aménagement, qui sont... Bon. Ça marche pas. Marche plus. Monsieur. Il faut l'approcher plus. Non. Il n'est pas allumé.
On recommence tout. La partie la plus au nord qui est concernée par l'aménagement du skatepark. Donc c'est la partie là où la divette tourne presque à 90 degrés pour rejoindre l'avant-port. Ces espaces ont été conçus avec un spécialiste qui s'appelle Constructo, quelqu'un qui a déjà réalisé de quantités d'espaces identiques, puisque c'est vraiment une spécialité. La conception a été faite également en concertation avec l'association du skatepark et en étroite liaison également avec Serge Renaudy, qui est le concepteur de l'aménagement de l'ensemble de la ZAC des bassins. Donc voilà, ça, je vais vous montrer quelques autres images, si j'arrive à attraper. Voilà, schématiquement, on a un grand bol, c'est comme ça que ça s'appelle, dans la partie au nord, en haut à droite, et différents équipements qui permettent de faire toutes les évolutions qui sont envisageables avec cette structure. Donc on a prévu des espaces, ce sont des murs donc qui permettent de monter à la verticale pour redescendre ensuite. Là, il y en a un grand, il y en a un plus petit ici. Le bol, le grand bol dont je vous parlais à l'instant est ici. Il y a également des palettes et des poutres qui permettent de faire différentes évolutions. Donc voilà sur une image un petit peu plus précise. Les sols sont en béton. Au départ, M. Renaudy aurait aimé qu'on aménage les sols en granit parce que c'est un amoureux de la pierre locale ou d'ailleurs pas locale. Donc en fait, on a trouvé un compromis. Ce sera des aménagements en béton, mais teintés de manière à donner l'aspect de dalles granit qui sont juxtaposées. Voilà, donc l'appel d'offres a été réalisé, l'appel d'offres travaux a été réalisé, c'est la délibération qui est soumise ce soir au conseil municipal. En coût d'opération, nous avons un léger dépassement par rapport à l'estimation initiale, puisque c'est quand même une solution qui techniquement pose quelques difficultés de réalisation. Merci Monsieur Mété. Je donne la parole à Michel Durel oui, pour poursuivre la délibération. C'est une opération qui comprenait des prestations de base, c'est-à-dire la réalisation des ouvrages béton, et deux prestations optionnelles qui étaient des murets et un éclairage d'ambiance. Donc un appel d'offres a été lancé et le marché a été attribué à la société Minéral Service Eurovia pour les prestations de base uniquement. C'est un marché qui se monte à 329 839 € hors taxe. Voilà, donc l'opération a été inscrite d'ailleurs au budget, au BP 2014. Y a-t-il des questions, des commentaires? Je soumets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Donc 1 contre. Qui s'abstient? Délibération donc adoptée, moins 1 contre. Je donne la parole maintenant à Monsieur Chenina qui va nous parler donc des modifications concernant le périmètre de l'action sociale en direction des agents de la collectivité. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette première délibération concernant le personnel est une modification qui a trait donc à revaloriser la participation financière de la collectivité à la protection sociale complémentaire et de fixer ainsi le montant de participation mensuelle comme suit à compter du 1er mars. Pour l'agent, 13,20 €, le conjoint, 11 €, chaque enfant, 5,50 € et de reconduire en l'état les autres prestations d'action sociale en direction des agents, à savoir donc l'adhésion au CDAS, une convention que nous avons passée avec le casque, donc la prise en charge que je viens de vous citer concernant la cotisation complémentaire et également la prise en charge partielle du montant des repas au restaurant administratif. Voilà, Monsieur le maire. Y a-t-il des commentaires? Je soumets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On va passer donc à la délibération relative au comité d'activité sociale, culturelle et sportive de Cherbourg-Octeville, le casque. Alors, la deuxième délibération qui concerne le casque, donc c'est une demande de prise en charge par le service entretien de la collectivité qui assurera 3 heures hebdomadaires d'entretien courant des locaux répartis sur 2 agents en raison de 1h30 chacune d'entre eux. Donc c'est d'autoriser, Monsieur le maire, à signer l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs du casque
intégrant la prise en charge par la ville de ces 3 heures hebdomadaires consacrées donc au nettoyage des locaux du casque. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La mise à jour des tarifs des vacations. Alors c'est une délibération qui revient également régulièrement. Celle-ci donc a trait principalement de fixer le tarif des vacations pour un infirmier. Donc vous avez aussi le tarif de toutes les vacations qui sont dédiées dans notre collectivité et principalement celle de l'infirmier, ce qui aujourd'hui vous est présenté dans cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le traditionnel tableau des effectifs. Voilà, comme vous l'avez précisé, Monsieur le maire, le traditionnel tableau des effectifs de notre collectivité, dont je suis certain que vous avez pris connaissance. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, les modifications relatives au régime indemnitaire pour le personnel communal. Voilà, donc dans cette délibération, principalement, qui vous est présentée aujourd'hui, est d'adopter, et elle a pour objet de permettre la modulation du régime indemnitaire dans le cadre d'emploi des ATSEM, afin de pouvoir valoriser l'encadrement des équipes nouvellement créées à la direction de l'éducation. Il s'agit de donc 2 postes d'ATSEM sur 2 secteurs différents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je donne la parole à Geneviève Gosselin, donc, qui va nous présenter un additif concernant les tarifs municipaux 2014. C'est juste une rectification. Il y avait eu une erreur sur le tarif d'occupation du domaine public par mètre carré. Et donc, il est de 0,45 € par mètre carré. C'est une modification. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On va passer maintenant donc à la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2014. Alors, il s'agit d'une seule modification. Quand il y a une procédure de péril imminent, telle qu'il est prévu au Code de la construction et de l'habitation, afin de garantir la sécurité du public, les opérations d'investissement peuvent être effectuées par la ville pour le compte d'un tiers sur des immobilisations qui n'appartiennent pas à la collectivité. Or, le propriétaire de l'immeuble qui est 6, 17 et 19 rue de la Paix a été mis en demeure de réaliser des travaux pour mettre fin au péril qui est survenu sur son bien. Or, les délais fixés ont été donc notifiés au propriétaire et face à la défaillance du propriétaire, la commune a dû faire exécuter d'office les travaux. Mais il est prévu dans l'article du Code des collectivités que ces sommes seront ensuite recouvrées par le trésorier au profit de la ville sur les comptes, bien sûr, des propriétaires. En attendant, le paiement des travaux et le remboursement s'imputent au budget sur la ligne opération d'équipement. Nous avions au BP 2014 prévu un budget qui est celui que nous mettions chaque année. Il s'avère insuffisant compte tenu des travaux que nous devons faire sur cet immeuble rue de la Paix et il est nécessaire d'inscrire une nouvelle somme de 135 000 €. Donc il vous est demandé de voter cette décision modificative et pour cette modification, il a fallu refaire la totalité de la présentation budgétaire qui est jointe à nos délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Régie de recettes, donc l'acceptation de la carte bancaire. Oui, c'est un exposé qui vise à permettre le paiement de toutes les recettes de la ville et des recettes publiques par carte bancaire, avec donc une acceptation dans le système bancaire avec les cartes qui sont siglées CB, ainsi que des marques étrangères comme Visa, Eurocard ou Mastercard. Donc, la procédure qui est mise en place est conformément à la réglementation. Il faut que la collectivité adhère au système d'encaissement par carte bancaire. En effet, l'équipement doit être agréé par ce GIE-CB et conforme aux spécifications techniques qui sont en vigueur. Une fois que les formalités sont accomplies, l'organisme public reçoit de la direction départementale des finances un numéro commerçant carte bleue
et une carte de domiciliation dite carte commerçant, carte bleue, qui permet l'initialisation de l'équipement et la mise en œuvre du dispositif. Donc il s'agit d'apporter une réponse aux attentes des usagers qui sont habitués à utiliser par ailleurs ce moyen de paiement au quotidien, d'assurer une plus grande sécurité des encaissements, moins de manipulation de chèques et d'espèces et une modernisation du service. Donc il vous est demandé de valider le principe des encaissements par carte bancaire dans les règles des recettes de la collectivité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. On en a terminé donc en ce qui concerne la séance publique. Donc nous allons maintenant procéder à huis clos pour une demande de décharge de responsabilité. Merci à vous toutes et à vous tous.